que le but ultime, c'est d'apprendre vraiment à travailler en collaboration avec nos partenaires, des plus précieux dans le domaine de l'éducation pour assurer surtout la sécurité. Vous savez que c'est de plus en plus un enjeu. Là. Alors, la sécurité, c'est quelque chose qu'on peut assurer seulement si on travaille en partenariat. Nos écoles, ce ne sont pas des vases clos. Alors, on a tout intérêt à collaborer et également à solliciter la collaboration de nos partenaires les plus importants dans le domaine de l'éducation. C'est aussi un moment pour peut-être aborder toute la thématique du bien-être des élèves et de notre corps professoral, de nos employés. Alors, pour le CPO, c'est très important de ne pas dissocier les deux. Pour nous, la sécurité, c'est un enjeu majeur, mais il faut que ça soit intégré à une composante qui est le bien-être de la personne. Alors, je vous souhaite une bonne journée. Je vais passer... On débute la journée officiellement en mon nom, celui de Jean-Pierre Martin. Aujourd'hui, un des buts de la rencontre aujourd'hui, c'est de vous remettre à jour sur tout ce qui est sécurité, les règlements, les lois, côté légal, puis aussi de discuter avec certains de nos partenaires avec qui vous échangez régulièrement. Aujourd'hui, on a des gens de la ville, de la région d'Ottawa. Les messages qu'on va véhiculer, ça devrait être les mêmes pour toutes les régions. Donc, on a aujourd'hui avec nous Patricia Ferguson de la police d'Ottawa, avec Norm Sandry, que vous connaissez peut-être, notre policier éducateur. Alors, bienvenue à eux. Puis, on va aussi accueillir Pierre Raymond et Julie David de l'aide de l'enfance à ma droite ici. Puis, on cherche cette année, depuis 2-3 ans, on est en discussion avec Kelly, on va pouvoir rétablir des bonnes relations avec nos directions d'école pour qu'on travaille tous comme une grande équipe au niveau de la sécurité et du bien-être de nos élèves. C'est pour ça qu'ils appellent leurs enfants, d'autres on les appelle nos élèves. C'est tous les mêmes élèves, les enfants de notre communauté. Alors, pour la prochaine heure et demie, on va se partager ça entre l'aide de l'enfance et la police. Puis, on va, à la fin dans les derniers 15 minutes peut-être, revoir avec Julie Maître, Julie Daou, elle est avocate, voir vos questions que vous nous avez refilées pour voir des réponses générales, l'avocat générale, parce que ce pas des avis juridiques, mais des réponses générales pour vous guider dans vos réflexions, dans vos interventions avec l'aide de l'enfance. Donc, là, on va expliquer qui nous sommes. Le protocole que nous avons présentement entre la Société de l'enfance et votre conseil scolaire. Comme Stéphane l'a dit, l'a mentionné, vous êtes un partenaire qui nous est cher. Donc, il nous fait plaisir de pouvoir échanger avec vous aujourd'hui par rapport à notre protocole. Quelques données, quelques statistiques, les chiffres parlent, nous disent une histoire, donc on voulait vous partager ces données. Ensuite, Maître Daou va vous parler du devoir de faire rapport, en quoi ça consiste, les enjeux, les particularités, les obstacles au rapport et nos services à la fin. Donc, notre mission. Je pense que notre mission, c'est vraiment de collaborer. La raison pourquoi on présente notre mission, c'est de se situer sur un continuum de services. Le bien-être en enfance nous concerne tous. Nous, on a notre rôle, mais vous avez également votre rôle. Donc, la collaboration fait vraiment partie de notre mission. Et notre vision, c'est vraiment d'assurer le bien-être à l'enfance. Notre financement, qui nous paye, alors c'est le MSEJ, le ministère des Services à l'enfance et à la jeunesse, qui nous finance. On est un organisme à but non lucratif. On est régi par un conseil d'administration indépendant qui est composé de membres de la communauté. Et on est un parmi 47. Ça, c'est un nouveau chiffre. Il y a eu une amalgamation récemment de plusieurs sociétés d'aide à l'enfance en région, en province. Donc, on est parti de 54 et on est rendu à 47 maintenant. Notre mandat, bien sûr, c'est de veiller à la sécurité et à la protection des enfants. Fait que le protocole que nous avons entre la Société d'aide à l'enfance et votre conseil scolaire, c'est d'établir les différentes exigences juridiques relatives aux enquêtes de protection des enfants. Nous avons reçu vos questions et je pense qu'il y a eu plusieurs questions face à ça, donc on va pouvoir vous répondre plus spécifiquement à la fin de notre présentation aujourd'hui. Déterminer les rôles et les responsabilités respectives entre la Société d'aide à l'enfance et les membres du conseil scolaire. Et accroître l'uniformité des interventions pour que ce soit uniforme et standardisé. Les principes généraux qui se retrouvent dans le protocole, c'est le droit de protection de l'enfant. Chaque enfant mérite et doit vivre en toute sécurité et protégé de toute forme de sévice.
C'est un travail de collaboration. Ça, on va le dire à plusieurs reprises, c'est un travail de collaboration. Nous devons travailler ensemble. Parfois, nos familles vivent des difficultés, des particularités qui leur sont propres. Puis que parfois, malheureusement, des situations personnelles de ces familles-là font en sorte que l'enfant n'est pas en sécurité, n'est pas protégé. Mais en toute occasion, et toute fois qu'on est impliqué auprès des familles, on leur doit le respect et chaque famille est digne de notre respect. Alors, ce sont des principes qui sont au cœur du protocole. C'est une intervention qui est proportionnelle. Donc, si on reçoit un signalement comme de quoi qu'on a tiré l'oreille de l'enfant, c'est clair qu'un enlèvement et placement en famille d'accueil de façon permanente n'est peut-être pas proportionnel. Donc, c'est des interventions qui sont proportionnelles au geste ou à la situation qui est rapportée. Et nous tenons à préserver le lien enfant-école et le lien école-parent. Vous êtes avec les enfants 8 heures par jour, des fois c'est pas plus, et puis c'est important de préserver ce lien. Donc, le protocole reconnaît l'importance de ce lien pour ne pas vous mettre dans une situation difficile parce que vous devez continuer soit à travailler avec l'enfant et ou avec la famille. Donc, ce sont des principes qui se retrouvent au cœur du protocole. Quelques statistiques. Donc, à chaque jour, on reçoit à peu près 85 à 100 appels par jour. Donc, si on dit 55% des appels sont souvent des demandes de renseignement. Les demandes de renseignement, c'est souvent peut-être un enseignant, un éducateur, un travailleur social qui dit « J'ai une situation hypothétique. Admettons est-ce qu'il s'agit d'un signalement tout à fait approprié, tout à fait légitime. Ça peut être « Je vis une difficulté avec mon jeune adolescent, il ne m'écoute plus, je ne sais plus où aller, qu'est-ce que je peux faire? » À ce moment-là, on va référer à notre partenaire communautaire. Ce sont les gens d'appels qu'on reçoit 55% des fois. 30% des appels qu'on reçoit méritent d'être évalués. C'est-à-dire qu'il y a un élément où il y a peut-être en commission de la sécurité de l'enfant. Donc, à ce moment-là, nous allons sortir par une évaluation et non pas une enquête. Les policiers, c'est eux qui font les enquêtes. Nous, on fait les évaluations du risque et la sécurité en enfant. Donc, dans 30% de ces cas, il y a un intervenant qui sort pour évaluer la situation chez la famille. Et de ces 30%, 15% des dossiers, il y a une prise en charge du dossier. C'est-à-dire que c'est fondé et on doit faire un suivi un peu plus aigu auprès de la famille. Donc, on a un code d'éligibilité. Et dans notre code d'éligibilité, il y a des signalements qu'on doit enquêter dans un 12 heures et ou 7 jours. Ce qu'on dit ici, c'est qu'à la fin, soit du 12 heures et ou du 7 jours, c'est que l'enquête, c'est terminé. Il n'y a pas d'élément de protection qui mérite un suivi de plus près avec la famille. Que nous soutenons dans leur famille présentement. Donc, 90% les enfants vivent encore avec leurs parents. Chez nous, on a vu au niveau des statistiques une baisse incroyable des enfants qui sont pris en charge par la Société de l'enfance. Donc, il y a 5 ans passés, on avait 1200 enfants en famille nourricière, alors que présentement, je sais qu'aujourd'hui, on a 632 enfants pris en charge. Pourquoi la différence et pourquoi la baisse? C'est que de plus en plus, quand il y a des éléments de sécurité ou de compromission chez la famille, les membres de la famille élargie s'impliquent. Alors, il y a un placement avec la famille de proches et où le signalement, on réussit à engager la famille dans un plan de service, dans un plan de travail avec nous pour améliorer la situation à la maison pour l'enfant. Ce qui est en rouge, c'est les enfants qui sont en famille d'accueil, donc 10%. La moyenne d'âge des enfants présentement en famille d'accueil est entre 10 et 15 ans. Qu'est-ce qui arrive avec nos plus jeunes? S'il y a une prise en charge, un plan permanent est développé plus tôt. Encore soit qu'on renvoie avec la famille immédiate, la famille élargie et où on prend une adoption. Et ce qui est en jaune, le tout petit, les enfants placés en vue de l'adoption, c'est 1% de toute notre population présentement. Alors, les familles avec qui on travaille, la prise en charge de façon plus permanente, où il y a un suivi un peu plus près, c'est des problématiques que je pense qu'on connaît tous. Santé mentale des parents, santé mentale des jeunes peut-être, problème de toxicomanie, la négligence et toute forme de négligence,
constituent des facteurs pour qui et avec lesquels on va composer de façon plus étroite avec les familles. Violence conjugale de plus en plus croissant, malheureusement, et c'est ce qu'on voit de plus en plus chez nos familles présentement. Alors, je vais expliquer un petit peu mon rôle. Moi, je suis une avocate à l'emploi de la Société de l'aide à l'enfance. Donc, les intervenants et intervenantes en protection sont mes clients. Je leur donne des conseils juridiques dans des dossiers de protection de l'enfance. Je reçois des instructions de leur part, mais aussi je conseille les gestionnaires de la société en matière de protection de l'enfance. Et puis, honnêtement, vous allez voir, c'est ni noir ni blanc. Et souvent, c'est des zones grises. Alors, le message du jour, quand vient le temps de faire un rapport, c'est de le faire. Parce que souvent, ça va être dans la zone grise, puis vous ne serez pas certain nécessairement de qu'est-ce qui devrait se passer ou qu'est-ce qu'il y aura à faire. Alors, ça va se situer dans la zone grise. Et le message du jour, c'est de téléphoner. Alors, je disais que je suis avocate à la Société, je donne des conseils juridiques, mais aussi je représente la Société de l'aide à l'enfance dans des dossiers devant le tribunal. Donc, contre les parents qui n'acceptent pas de travailler volontairement avec la Société de l'aide à l'enfance. On les oblige, par exemple, à aller en désintox, on les oblige à faire soigner leurs problèmes de santé mentale, mais c'est l'exception. La plupart des gens acceptent l'aide de la Société de l'aide à l'enfance sur une base volontaire. Donc, en téléphonant, en faisant un rapport, souvent les gens reçoivent l'aide et acceptent finalement l'aide dont la famille a besoin. Tous les citoyens ont l'obligation de faire rapport lorsqu'ils ont des motifs raisonnables de croire, de soupçonner qu'un enfant pourrait être en besoin de protection. Et souvent, les gens s'accrochent sur motifs raisonnables, parce que c'est vraiment raisonnable. Et faites-vous confiance, vous êtes une personne raisonnable, et si vous soupçonnez quelque chose, il y a matière à faire appel, au moins pour consulter par rapport aux soupçons que vous avez. Ce n'est pas une preuve dont vous avez besoin, c'est un soupçon, et c'est certainement pas une preuve hors de tout doute raisonnable. Les deux critères les plus importants dans le devoir de faire rapport, c'est qu'il faut faire nos rapports directement. Ce n'est pas le jeu du téléphone, où l'enseignante ressource parle à l'enseignant de la classe, qui parle à la direction, qui parle au surintendant, puis le surintendant appelle. C'est vraiment un devoir. La loi est claire que c'est la personne qui a le soupçon qui doit téléphoner. Évidemment, si vous voulez parler à un collègue, une collègue, pour vérifier est-ce que vous trouvez que c'est raisonnable mon soupçon, bien sûr, allez-y, mais c'est votre obligation personnelle. Deuxièmement, c'est un devoir constant de faire rapport. Et ça veut dire que si vous avez un soupçon un jour, vous faites la divulgation, le signalement ou tout simplement l'appel par rapport à ce soupçon-là. Mais si quelques semaines, voire quelques mois plus tard, vous avez encore un autre soupçon, vous avez le devoir de téléphoner à nouveau. Et puis je peux vous donner un exemple récemment d'un dossier qui a finalement fini par l'appréhension d'un enfant le 4 février. L'enfant est venu sous les soins de la société ce jour-là. Mais depuis novembre, donc novembre 2012, la Société de l'aide à l'enfance recevait des communications de l'école, de l'enseignante ressource, de la travailleuse sociale de l'école, de la direction. Mais ce que les gens de l'école ne savaient pas, c'est qu'on recevait aussi des appels de voisins. Et c'est un casse-tête. Et souvent, c'est en mettant tous les morceaux du casse-tête qui font en sorte que là, on a le vrai portrait. Et c'était vraiment un travail de citoyen et de professionnel. Alors, je disais que tous les citoyens ont l'obligation de faire rapport, mais en tant que professionnel, vous avez une obligation accrue. En fait, quand je dis que vous avez une obligation accrue, c'est que la loi exige particulièrement aux professionnels, notamment en matière d'éducation, de faire rapport. Et si vous ne le faites pas, et encore une fois, si vous ne le faites pas personnellement, vous êtes passible d'une amende allant jusqu'à 1 000 $. Alors, c'est pour la loi vous passe le message que vous côtoyez particulièrement des enfants et vous avez un devoir accru, plus que les voisins, par exemple. Souvent, les gens me demandent, par rapport à l'obligation des professionnels, qui va nous donner l'amende.
mais c'est la Société de l'aide à l'enfance ou toute autre personne qui pourrait faire une plainte à la police. Et ça devient une enquête pénale et une amende pénale suite à une enquête de la police, et il y en a déjà eu. Et la plupart du temps, c'est lorsque les gens ont un soupçon, mais au lieu d'appeler l'aide à l'enfance, ils décident de l'adresser, par exemple, avec les parents directement. Ils décident, moi, je vais m'en occuper. Et disons que légalement, c'est un très mauvais choix. C'est l'obligation, si vous avez soupçon, vous téléphonez à l'aide à l'enfance. Souvent, les gens ont des questions par rapport à la confidentialité. Par exemple, je suis un thérapeute, puis j'ai une relation thérapeutique avec un ado. Je suis liée par la confidentialité, je ne peux pas appeler l'aide à l'enfance. Souvent, des professionnels vont se poser cette question-là, mais le devoir de faire rapport va au-delà de vos obligations de confidentialité. Alors, vous pouvez mettre ça de côté. La seule exception qui existe, c'est pour les avocats. Mais tous les autres professionnels doivent, au-delà de toute responsabilité, toute crainte que vous pouvez avoir par rapport à la confidentialité, vous devez appeler la Société de l'aide à l'enfance. Souvent, les gens demandent « Si j'appelle, est-ce que je dois dire qui je suis? » Pour un membre de la communauté, un citoyen normal, souvent les gens veulent rester anonymes. Les gens ne veulent pas de chicane de voisins et tout ça. Puisque vous avez une obligation en tant que professionnel, il semblerait que vous voulez vous identifier en tant que professionnel, dire qui vous êtes et vous démontrer que vous avez fait le rapport que vous êtes obligé de faire en vertu de la loi. Parfois, par contre, les gens demandent « Est-ce qu'on peut garder mon nom à l'extérieur de tout ça le plus longtemps possible dans le dossier? » Pas nécessairement dire aux parents qui précisément a téléphoné. Et ça, la réponse est oui. On fait toujours ces efforts-là. Alors, si vous avez des inquiétudes, vous pouvez dire à l'intervenant à l'appel que vous voulez garder votre relation avec le jeune en question ou avec la famille. Ça, c'est correct. Alors, le message du jour, c'est quand vous êtes en zone grise et vous n'êtes pas sûr si vous avez un soupçon et des motifs raisonnables, c'est toujours d'appeler. Mais avant d'appeler, ayez une conversation avec l'enfant en posant des questions ouvertes, ne mettant pas des mots dans la bouche, tout simplement en étant à l'écoute de l'enfant. Comme ça, l'enfant peut peut-être préciser vos soupçons. Et vos soupçons, ensuite, ont des motifs raisonnables parce que l'enfant vous a divulgué certaines choses. Mais c'est important de savoir que vous pouvez avoir des soupçons sans que l'enfant vous ait dit quoi que ce soit. Ça ne prend pas nécessairement une divulgation d'un enfant. Mais lorsqu'un enfant parle, lorsqu'un enfant divulgue, vous écoutez. Et vous posez des questions comme « Qu'est-ce qui te fait peur? Qu'est-ce qui t'inquiète? » Des questions qui donnent la chance à l'enfant de parler. Et donc, votre soupçon devient de plus en plus motivé. Vous n'êtes pas obligé de décider que c'est un signalement en bonne et due forme. Vous pensez que vous avez un soupçon avec des motifs raisonnables, vous appelez la Société de l'aide à l'enfance. Qu'est-ce qu'un mauvais traitement? Ici, on parle de violence physique, on parle de mauvais traitement d'ordre sexuel, on parle de négligence et on parle d'abus émotionnel. Évidemment, il y a des descriptions par rapport à chaque type d'abus. Ici, ce qui n'est pas inclus, mais je vais le rajouter, c'est les enfants qui sont témoins de violences conjugales. C'est un autre grand secteur qui nous préoccupe de plus en plus chez nous présentement. Alors, si vous avez des inquiétudes qui relèvent sous une de ces catégories, comme je l'ai dit, appelez. Même s'il s'agit, hypothétiquement, un enfant me partage telle information, est-ce qu'il s'agit d'un signalement, est-ce que j'ai le devoir de faire rapport? N'hésitez surtout pas à demander conseil à la Société de l'enfance. On est partenaire, on comprend les questions. Les obstacles à faire rapport. Évidemment, il y a la peur de représailles, peur de répercussions. On connaît un peu l'historique de la famille, c'est des gens violents. J'ai peur que ma propre sécurité devienne une question, un enjeu à faire signalement. Souvent, ça peut être des facteurs qui motivent, qui empêchent le signalement. Si c'est une question de peur et de crainte, partagez-le avec la société
sécurité de l'enfance. Je vous fais un signalement par rapport à Kelly. Je connais son historique familial. J'ai peur pour ma propre sécurité. Qu'est-ce que je peux faire? Alors, à ce moment-là, on peut vous conseiller en bonne et due forme par rapport à les démarches qu'on peut prendre. La légitimité. Je pense que Julien en a parlé. Je ne sais pas s'il s'agit d'une situation abusive ou pas. Il y a eu une tape ses fesses. Est-ce que je vais faire un signalement ou pas? Encore, ce n'est pas à vous de déterminer si c'est légitime ou pas. Faites appel à l'aide à l'enfance. On va vous répondre oui, c'est légitime ou non. Mais comme Julie a dit, toute information est retenue et gardée dans un dossier. Fait que même s'il n'y a pas un suivi aujourd'hui par rapport à une consultation, un signalement que vous faites, des fois, c'est une question de casse-tête. On reçoit d'autres appels par rapport à l'enfant ou par rapport à la famille et ensemble, on peut faire tout un tracé, tout un historique par rapport à ce que l'enfant pourrait peut-être vivre chez lui ou chez elle. Le temps, j'ai pas le temps, je pars en vacances, je veux tout finaliser avant de partir. Il faut prendre le temps. C'est un appel de 5 minutes. C'est quand on vous demande certains contextes. Bon, l'enfant vous a dit qu'il s'est fait battre. Comment, par qui, est-ce que vous avez un peu plus de contexte pour nous partager face à votre signalement? Donc, prendre le temps de faire le signalement. Incrédulité. L'enfant me dit qu'il fait partie d'une secte, puis que dans cette secte, il y a un abus sexuel parmi tous les responsables de la secte. C'est un peu incrédule, c'est comme ça, presque pas d'allure. C'est pas vrai. Mais encore une fois, n'hésitez pas à partager et consulter l'aide à l'enfance par rapport à ce que l'enfant vous a partagé. C'est à nous à déterminer si c'est légitime ou pas, si on va retenir le signalement ou pas. Mais des fois, j'imagine que vous avez tous entendu des histoires parfois qui vous semblent intéressantes. Et la responsabilité. Les gens, parfois, surtout les professionnels, se sentent responsables. Bon, j'ai fait un signalement, je suis inquiète pour la petite Kelly qui dit être victime d'agression sexuelle. Qu'est-ce qui se passe? Du jour au lendemain, elle n'est plus à mon école, je ne la vois plus, je me sens responsable, qu'est-ce qui se passe? Ou si je fais un signalement, est-ce qu'elle risque d'être abusée encore plus parce que j'ai fait un signalement à la société de l'enfance? Encore une fois, partagez vos sentiments avec la personne opposée à la société de l'enfance. J'ai peur, je me sens responsable. Qu'est-ce qu'on peut faire ensemble pour aider la jeune Kelly? La société de l'enfance, c'est nos coordonnées. Fait que ça termine un peu notre présentation. Je vais passer aux policiers, puis il va y avoir une période de questions dans la fin. Donc, si vous avez des questions, notez-les, on vous répond. Et la violence qui est faite contre les enfants. Moi-même, je suis la seule qui parle français, alors me voilà aujourd'hui. La majorité, le médium d'expérience, c'est le monde qui ont 13 à 14 ans de service de police, soit avec le service de police d'Ottawa, où on a beaucoup de constables qui viennent d'autre part, partie du Canada. Alors, tu peux avoir quelqu'un qui a eu 10 ans avec la GRC, qui se trouve maintenant avec le service de police d'Ottawa. Mais ce sont des enquêteurs qui ont au moins 3 ans d'enquête, parce que si vous pensez, les enquêtes qui se font faire avec les agressions sexuelles et l'abus contre les enfants sont très complexes. Ça demande quelqu'un qui a de l'expérience à faire soit des mandats, soit des enquêtes qui ont multi-layers. Je pense qu'on est des 13 enquêteurs, il y en a 8 qui sont des parents aussi, mais on en a 5 qui ne sont pas des parents. Alors pour eux autres, l'entraînement additionnel qu'ils reçoivent, c'est important parce que c'est pas, tu vois le monde qui sont confortables avec les enfants, parler avec les enfants, puis il y en a qui ne sont pas.
Alors, c'est l'entraînement additionnel qu'ils reçoivent. Et puis, le point le plus important, c'est les personnes qui veulent être là. Tu ne te trouves pas dans la section de l'agression sexuelle ou de l'abus contre les enfants sans vouloir être là. Notre mandat, nous faisons les enquêtes sur toutes les agressions sexuelles dans la ville d'Ottawa. Aussi les voies de fait contre les enfants, les personnes et véhicules suspects. La vanne blanche là, qui fait aux alentours, c'est nous autres. Le décès d'un enfant moins de 5 ans, et puis les actes indécents. OK. En tant que statistique, c'est plutôt pour vous dire juste comment on est occupé dans notre bureau. Plus qu'une agression sexuelle par jour, je ne sais pas si c'est un et quart, un et moitié, c'est plus qu'un par jour. Mais chaque enquêteur dans notre bureau a 80 à 90 dossiers par année. Les dossiers peuvent prendre quelques heures pour finir ou des mois à compléter. Alors, le procès de l'enquête. L'incident est rapporté par une de plusieurs méthodes. 911, Société de l'aide à l'enfance. Carrie a parlé des triangles qu'on a vus. Nous autres, on a fait d'habitude pour les 30% qu'ils sont pas, c'est juste un signalement. Et puis, le 30%, on reçoit l'appel. 10 ou 12%, je dirais que, OK, on a besoin de voir la famille tout de suite, amener les enfants ici aujourd'hui. On reçoit aussi par le centre de communication de l'UPS. Alors, quand vous faites le 911, et puis on reçoit assez d'appels de même aussi. Et puis, par vous autres, d'autres agences, soit les écoles, les hôpitaux, d'autres agences de police. Souvent, ce qui se passe, c'est que l'action est arrivée ici à Ottawa, mais la personne a déménagé maintenant, reste à Edmonton. Alors, ils commencent à faire le rapport là, et puis les autres nous envoient. Une fois que le rapport est généré, c'est envoyé à Sexual Assault, Child Abuse. L'enquêteur qui est assigné appelle le plaignant ou la plaignante, et puis il fait des étapes, des démarches pour que la personne vienne faire une entrevue avec nous autres. L'entrevue est faite à la salle, on a plusieurs salles au 474 Elgin, notre HQ. Et puis, c'est dans une salle qui est audio et visuelle. C'est enregistré. On a du monde qui ne sont pas confortables avec ça, mais c'est le standard que le cours requiert et la personne n'a pas besoin de faire tout son témoignage devant la cour. Okay. L'entrevue est très détaillée. C'est un peu difficile à cause des questions qu'il faut poser. Puis ça, c'est où le monde qui travaille dans notre bureau sont entraînés pour comment la meilleure façon de recevoir l'information sans mettre les mots dans leur bouche pour recevoir, comme Julie a parlé un petit peu, comment demander les questions qui sont ouvertes à la fin, mais pour recevoir l'information qui est importante. C'est critique que nous recueillons toute l'information à ce point-là. On ne veut pas avoir à réinterviewer un enfant, alors c'est notre seul moment vraiment là, pour recevoir toute l'information. Le support est offert. En tant que référence, on a un groupe qui s'appelle le Victim Crisis, qui travaille avec nous autres. Ce sont des membres civils de la police, la service de police. Et puis, on peut faire des références à eux autres pour s'il y a de quoi qu'il y a besoin. Et puis, l'aide à l'enfance, quand on fait une entrevue avec un enfant, ils sont toujours là avec nous autres pour faire le moniteur et puis donner de l'appui aux parents après l'entrevue. Notre préférence, c'est de faire l'entrevue seule, seulement avec la police, sans les parents. Des fois, c'est évident pourquoi les parents ne sont pas invités dans l'entrevue, mais même si c'est une affaire soit une agression sexuelle par un autre étudiant à l'école, d'habitude, ce n'est pas notre préférence de l'avoir là parce que ça leur rend comme témoin. Et puis, comme ça, ils ne peuvent plus être une personne de support, ils ne peuvent plus discuter le cas avant que le cours soit fait. Les considérations qu'on a pour les entrevues avec les enfants, c'est la location de l'entrevue. Nous savions là, que ce n'est pas idéal, que c'est à la station de police pour beaucoup de monde, beaucoup de familles, c'est intimidant. Encore plus qu'aller à le bureau de la direction à l'école. Si un enfant sera plus confortable, on demande si l'enfant sera plus confortable avec un homme ou une femme, on va faire notre possible, on est à peu près moitié-moitié dans notre bureau. Que la personne de support soit prête, mais dans la salle à côté pour ne pas influencer. Parce qu'on voit ça, je sais que vous
vous avez dû voir ça, que les parents qui sont qui portent beaucoup d'influence avec l'enfant ne répond pas avant de regarder maman ou papa pour savoir comment il devrait répondre. C'est pas idéal pour nous autres. L'heure de l'entrevue. Des fois, quelque chose s'est passé dans la fin de la journée. Avec un enfant de 5 ou 6 ans, ça ne vaut pas la peine de faire l'entrevue tout de suite. Alors, nous autres, on va faire le possible avec l'aide à l'enfance pour séduire quelque chose qui marche pour tout le monde, mais vraiment on considère l'enfant en premier. Et puis, qu'il voit sur le moniteur, on entend ce qui se dit, et puis l'aide à l'enfance, la personne de l'aide à l'enfance est là aussi. Alors, si il ou elle a des questions, après un break, ils peuvent en parler, discuter de « j'ai besoin de savoir ça, peux-tu demander ceci ?» Il manque la nourriture ou quelque chose, que c'est rectifié la prochaine jour. Une fois que vous amenez ça à l'attention des parents, écoute, c'est pas correct qu'ils viennent en short en octobre à l'école, ça marche pas là. Alors que les parents, une fois qu'ils sont avisés, prennent des efforts raisonnables. Que le soin professionnel est obtenu pour des problèmes modérés ou sévères. J'ai entendu un cas où une petite fille qui avait quelque chose qui passait avec les pieds, ses orteils étaient tout croche, puis les parents, ils ne prenaient pas d'efforts du tout. Alors finalement, c'est l'école qui l'a amené à l'hôpital pour s'en soigner de ça. Que l'enfant reçoit des soins médicaux préventifs, les injections, toutes les étapes là, que les parents prennent pour Well Baby Test, tout ça, que ça se fait. Et puis que l'enfant reçoit le traitement approprié pour ses besoins. La conséquence de négligence, on voit ça que l'impact sur la croissance de l'enfant. Je ne sais pas si vous êtes au courant du petit garçon qui, on a eu une enquête pendant le mois de février, un petit garçon qui était dans le basement de la maison et puis qui avait 11 ans, puis vraiment en voyant le petit garçon, il avait l'air d'un enfant de 7 ou 8 ans. Et puis c'était vraiment, là, il était négligé, il n'y avait pas de nourriture. Et dans la casse-tête, c'est vous autres qui vous faites une grosse démarche. Vous faites vos observations quand vous avez ces enfants devant vous pendant 8 heures par journée. Vous avez beaucoup d'informations qui est important pour nous autres. Et puis, l'équipe devrait être compris le membre de l'aide à l'enfance, les écoles, CHIO, au centre médical et la police. Alors, la définition, c'est d'individu qui abandonne un enfant illégalement ou expose un enfant à moins de l'âge de 10 ans. C'est important. Une situation qui peuvent mettre leur vie en danger ou une situation qui a le potentiel de causer des dommages permanents. Ça, c'est encore, si vous n'êtes pas certain, faites appel à l'aide à l'enfance parce que vraiment, nous autres, on regarde ça pour voir si leur vie est en danger ou s'il y a le potentiel qu'un enfant qui est tout seul à la maison à l'âge de 7-8 ans, y a-t-il des gens de danger à la maison? Oui, il y a beaucoup de danger à la maison. Alors, nous autres, on prend ça au sérieux. Même chose de l'enfant de 2 ou 3 ans ou moins qui est laissé dans l'automobile. Okay? Section 43 de la code criminel, pour vous autres, c'est important. Parce que c'est ce qui donne le code criminel l'habilité de corriger un enfant. C'est très important pour vos professeurs de savoir ça aussi. Alors, ça dit tout instituteur ou parent ou personne debout à l'endroit d'un parent, alors le professeur est fondé à employer la force pour corriger un élève ou un enfant, selon le cas, confier les soins pour vous que la force ne dépasse la mesure raisonnable, encore ce mot-là, raisonnable, dans les circonstances. Alors, quand l'aide à l'enfance nous appelle pour dire, écoute, c'est un garçon ou une petite fille qui est venue à l'école ce matin avec une marque rouge sur son bras, en parlant avec l'enseignante, elle dit que papa l'a fait hier soir avec sa main. L'aide à l'enfance va aller, vont faire un assessment ou regarder ce qui se passe, voir s'il y a une histoire avec la famille ou non. L'intention du parent, c'était pour corriger l'enfant, puis il n'y a pas de blessure vraiment super importante. Nous autres, on va regarder ça, c'est une question d'éducation, peut-être, c'est la première fois, peut-être, juste en parlant avec les enfants, ça va être assez.
Mais si l'enfant a une marque rouge, puis il ne va pas la mettre avec la ceinture, ça c'est plus agressif et puis c'est pas raisonnable. Alors, le code criminel, je vous suggérais d'aller voir, parce qu'il y a beaucoup de cas qui ont déjà, ils parlent de l'âge et puis tout ça. Mais juste pour vous savoir que si c'est un acte de corriger un enfant, si vous n'êtes pas certaine, appelez l'enfant, il n'y a pas de problème du tout, parce qu'eux autres, ils veulent savoir de ça. C'est eux autres qui vont le signaler ici. Donc, c'est vraiment, il y a des blessures, l'invitation à contact sexuel, l'agression sexuelle, l'inceste et la pornographie juvénile. On commence à voir de plus en plus. En tant que confidentialité, Julie en a déjà parlé, mais vraiment, le message ici, c'est un souci de protection de l'enfant en ce qui concerne un enfant de moins de 6 ans remplace la confidentialité. Alors, si vous avez un souci pour cet enfant, pour sa sécurité, il faut que vous faites l'appel. Les écoles, la plupart, ont des politiques pour dire qu'il faut appeler les parents avant qu'ils vous laissent parler à la police. Ce que je dirais là, c'est que si un enfant vous dévoile que ça se fait à la maison, c'est par maman, papa, le grand frère, laissez-nous parler premièrement avec l'enfant et puis comme équipe, on va décider comment aviser les parents. Parce que vraiment, des fois, c'est une question que vous venez juste d'avertir le suspect ou l'agresseur et puis ça devient difficile pour nous autres à faire l'enquête après ça. Et puis, la plupart du temps, ça va être un avertissement. C'est quelque chose que maman et papa ont fait chez nous, ils ont perdu leur peau. On comprend que ça se passe de temps en temps, mais on veut savoir est-ce que c'est la première fois, est-ce que ça arrive souvent. La seule façon qu'on va savoir, c'est si on a la chance de parler avec les enfants puis ce qui se passe à la maison. Et puis, comme Carrie a dit, que la plupart du monde, je pense que c'est Julie, la plupart du monde, les parents reçoivent de l'aide à l'enfance volontairement. Ils disent, écoute, je sais que j'ai perdu mon cou, j'ai besoin de l'aide, je suis seule à la maison, de quoi. Et puis, si la victime a peur d'être à la maison, on regarde la totalité des circonstances. Et juste pour vous dire, le procès aller en cours, ça prend de 8 à 12 mois. Pendant ce temps-là, il y aura du support pour la victime et la famille. Alors, si, oui, écoute, on va aller et puis, on va travailler ensemble pour faire l'enquête ensemble. C'est toujours la police qui prend quand c'est à ce point-là où on a peut-être des blessures. C'est explicable des fois des blessures, des bleus ou de quoi. Tant qu'ils n'ont pas utilisé quelque chose qui n'était pas raisonnable, une ceinture ou quelque chose de même, si c'est vraiment une restreinte, tu avais à faire que ça. Surtout si c'est pour sécuriser l'élève. Ça va être ma réponse à moi. Sécuriser l'élève. Quand c'est des élèves pour qui on peut prévoir des incidents où on doit intervenir physiquement, on a un processus, on a une directive administrative au niveau des restreintes physiques, mesures de contention, c'est le nom de la directive. Puis, si c'est prévisible, on est capable de vous former dans une approche Crisis Prevention and Intervention, CPI. Puis, c'est l'approche que le CPO a utilisée. On ne l'utilise pas de façon régulière, on vise toujours la prévention. Mais à un moment donné, quand il faut sécuriser l'élève, puis oui, l'inquiétude des syndicats, c'est mentionné, mais c'est été discuté à des tables où les éducateurs et éducatrices ont une certaine formation. Je ne connais pas le pourcentage, peut-être que j'apprends tout à l'heure la réponse, mais plusieurs de nos gens sont formés en CPI, puis à ce moment-là, on intervient. Je laisse la parole à notre leader pour une réponse. En fait, il s'agit de ce que nous, on appelle chez nous des évaluations institutionnelles. Donc, souvent, c'est des mesures de contention où on reçoit un appel à la Société de l'enfance disant « tel enfant a été blessé lors d'une mesure de contention ». Donc, à ce moment-là, on a une entente avec les conseils scolaires par rapport à la façon de procéder. Donc, nous, quand on reçoit le signalement ou l'inquiétude, c'est qu'on communique le surintendant pour dire justement, sans avoir une inquiétude, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble. Donc, le protocole est enclenché à ce moment-là. Si dans le signalement, on dit que l'enfant a subi des blessures dont il y a des marques, à ce moment-là, on appelle nos partenaires, les policiers, et ensemble, on fait l'évaluation à déterminer est-ce que c'était une mesure de contention raisonnable ou pas. Alors, à ce moment-là, les choses que nous, on regarde chez nous à la Société de l'enfance, est-ce que c'était une mesure
c'est de voir ce qui est raisonnable ou pas. Alors, tout ça est pris en considération. Alors, on commence à utiliser un vocabulaire qu'on commence à comprendre. On fait une évaluation à l'aide de l'enfance. La police fait une enquête. À l'aide de l'enfance, on cherche un doute raisonnable. Au niveau de la police, on cherche un hors de tout doute. Puis nous autres, comme direction d'école, on a des enquêtes à faire. Puis c'est d'ailleurs ce qu'on va faire à la prochaine partie avec les directions d'école. On va voir avec Sonia et avec Yann comment procéder à une enquête. Puis l'ordre de l'enquête, là, il y a différentes perspectives. Vous avez des obligations légales comme direction d'école de faire une enquête, de rester neutre et d'évaluer la situation. Donc, il y a beaucoup d'enjeux dans ce qu'on vient de dire, mais c'est le début de réflexion dans vos interventions qui arrivent habituellement assez rapidement, dans une grosse boule d'émotion. Puis des fois, on est brouillé par l'émotion, puis on est un petit peu moins rationnel. C'est dans ce temps-là que vous appelez sur Internet, puis d'autres, on peut peut-être être plus rationnel dans le processus. Chantal, après ça, Louise. Juste un bref commentaire. J'ai eu à faire une enquête, justement. Des fois, on se prête peut-être trop au jeu de l'enquêteur. Et la Société de l'enfance m'a vraiment précisé qu'il fallait tenter le moins possible de polluer le témoignage qu'on recueille en faisant répéter l'enfant. Et parfois, ben, c'est ce qui nous arrive. Hein? On a un premier témoignage parce que l'enseignant l'a reçu. Là, on invite l'enfant dans notre bureau, on l'invite à répéter un petit peu d'être en présence enseignante ou non. Et là, après ça, ben, quand les parents sont pas concernés, ben, on s'embarque dans peut-être une conversation avec les parents avant de vous rencontrer. Et on a vraiment fait, ben, je viens de marquer parce que bon, c'est la première fois que je le disais, que je faisais pas une mauvaise foi, il fallait vraiment limiter ce contact-là de politicien aussi. Avant de céder la réponse, on va faire une distinction. Dale, tantôt, parlait d'un cas d'un enseignant. Là, on retourne à une situation où c'est un élève qui rapporte quelque chose qui se passe au niveau de la famille. Parce que c'est deux processus. OK? Donc, Kelly, t'aventure, Julie? Donc, souvent, comme j'imagine le nombre du personnel scolaire, on veut aider. Donc, on est toujours bien intentionné. Quand un enfant nous partage une histoire d'un abus, évidemment, on veut aider, puis on essaie de comprendre, mais qu'est-ce qui s'est passé et qu'est-ce que nous, comme professionnels et comme personnes, qu'est-ce qu'on peut faire pour aider? Pour ne pas polluer l'enquête, c'est quand l'enfant a à partager son histoire 5-6 fois. Parce que quand il répète souvent les détails qui sont précieux et pour l'évaluation de la société de l'enfance et pour l'enquête de la police, ça se perd. Alors, c'est important, la raison pour laquelle on vous dit, quand vous avez un soupçon, la minute que le professeur entend l'enfant a subi un abus, téléphonez immédiatement. Éviter, si c'est possible, d'avoir à demander l'enfant à répéter son histoire trop souvent. Il se peut par contre que chez nous, à l'aide de l'enfance, on vous demande un petit peu plus de contexte. Comme j'expliquais tantôt, si vous dites que Kelly a subi un abus physique, elle s'est fait battre. Est-ce que vous savez par qui? Qu'est-ce qu'elle vous a partagé? Est-ce que vous pouvez nous donner un peu plus de contexte? Surtout dans les cas d'absentéisme scolaire. Tantôt, on entendait parler de l'histoire de l'enfant qui s'est retrouvé au sous-sol négligé à un point où on a dû retirer l'enfant de son foyer. Le taux d'absentéisme chez cet enfant-là est important. Donc, téléphoner, même si nous, évidemment, ça relève plutôt de la loi sur l'éducation et moins de l'aide à l'enfance, il y a peut-être des circonstances qui expliquent, qui est derrière, qui sous-tendent l'absentéisme. Donc, nous, on prend tout appel au sérieux, tout est documenté et on fait de là le constat. Chantal, ça répond dessus. Oui, c'est bon. Louise? Assez fort. Là, c'est des gens d'Ottawa. Tu sais qu'il y a du monde qui se met ici, puis les autres régions. Est-ce que c'est un protocole, ce qu'on entend en ce moment, qui est aussi semblable dans les autres organismes? Puis la raison pourquoi je pose la question, c'est que c'est pas évident pour quelqu'un qui a travaillé à Ottawa, qui connaît ça, et qui s'en va à Prescott Russell et qui n'a pas ça. Deux volets à la réponse. Un au niveau de l'aide à l'enfance, au niveau de la police, je vais répondre. Donc, j'ai travaillé longtemps pour le Centre de l'Ouest. Alors, techniquement, c'est les mêmes applications, les mêmes protocoles qu'on a avec les conseils scolaires. Donc, c'est les mêmes circonstances qu'on prend en considération lorsque vous faites appel. Avec la police d'Ottawa, on a des liens étroits, puis on est gâtés là-dessus, puis on cultive, on développe ça. Dans Prescott Russell, police provinciale, on
travaille sur développer ce partenariat-là. Au niveau de Pembroke, la même chose. Au niveau des polices militaires, c'est la même chose. C'est à travailler. En principe, les principes de base présentés sont les mêmes. Donc, il y a une section SACA ici au niveau des autres de l'OPI, par exemple. Il y aurait une section d'enquêteurs, mais pas nécessairement. Il y aurait probablement une personne qui est l'entraînement pour faire les enfants. Prochaine question. Qui était connu par son parent, mais il y a quelques années, disons, à peu près 3 ans, puis c'est arrivé une fois, puis que l'enfant nous dit que ça ne se reproduit pas, ça ne s'est jamais reproduit, etc. Ça s'est passé dans tel contexte. Est-ce qu'on doit signaler? Il y a 10 ans passés, mais il n'y a plus rien qui se passe maintenant. Il y a peut-être des circonstances qui font que l'enfant aujourd'hui te dit « mais là, il n'y a plus rien qui se passe. » Alors, ça nous met dans une difficile position. Comme enseignant, ce qu'on vous conseille, faites le devoir de signalement. C'est à nous à évaluer. Oui, il s'agit d'un incident qui est survenu il y a 10 ans passés, mais il y a peut-être d'autres circonstances aujourd'hui qui se passent, qui permettent l'enfant de vraiment partager ce qui se passe aujourd'hui. Ou peut-être que c'était un incident isolé il y a 10 ans passés, et à ce moment-là, c'est clos. On finit notre évaluation à ce niveau-là. Ça répond? Oui. Évidemment, nous autres, en tant que professionnels et administrateurs, nous jouons un peu le rôle du parent de cet enfant-là pendant qu'il est à l'école. Donc, et l'entrevue, vous demandez à le faire. Quelle est votre position au niveau de la SAE par rapport à la présence de la direction d'un autre patron auprès de l'enfant? Donc, pour répondre à votre question, c'est clair que de plus en plus, on tente de ne pas nécessairement faire les évaluations dans un contexte scolaire. C'est seulement dans les situations là où on croit que si un incident d'abus est survenu dans le foyer là où habite l'enfant, évidemment, on ne veut pas replacer l'enfant dans le contexte où s'est passé l'abus et avoir à le questionner là où l'abus s'est passé. Donc, la raison pour laquelle, souvent, on va demander à nos partenaires dans l'école, pouvons-nous venir interviewer l'enfant chez vous? Quand on arrive, on discute avec le professeur ou la personne qui a fait le signalement, un peu plus de contexte, comment est l'enfant aujourd'hui, il est dans quelle classe, etc. Si pour l'enfant, parce qu'on est des étrangers pour l'enfant, alors l'enfant nous voit, qui êtes-vous? Préalablement, ce qu'on fait avec la personne qui a fait le signalement, puis que si on croit que l'enfant, surtout les enfants de bas âge, demande à ce que le professeur ou le directeur soit présent, on a une discussion avec le directeur-professeur disant « Bon, on va faire l'entrevue, puis voici la façon qu'on va se positionner. » Donc, tantôt, comme on entendait les policiers, on ne veut pas que le professeur-directeur influence indûment l'enfant. Donc, quand on hoche la tête, oui, tu peux continuer. Donc, on va placer la personne significative, donc soit le professeur, directeur, etc., stratégiquement pour qu'il ne soit pas nécessairement à la vue d'œil de l'enfant, mais peut-être à côté. Donc, l'enfant sent la présence de la personne significative et que nous, on est rassurés qu'il n'y ait pas d'influence par rapport à ce que l'enfant va nous partager. Vous comprenez? Souvent, comme les policiers, même quand on fait des évaluations enquêtes conjointes, le travailleur social n'est peut-être pas présent dans la salle. On est derrière une fenêtre pour observer sur le moniteur ce qui se passe. Encore une fois, pour ne pas influencer le témoignage de l'enfant. Donc, c'est une question aussi émotive. Si l'enseignant qui va entendre la formation, peut-être plus de détails, parce que le travailleur social qui va demander des questions, c'est sa formation de base. Donc, on a une capacité d'aller solliciter l'information peut-être plus détaillée. Et pour certains, ça peut être dérangeant, troublant. On entend des histoires des fois affreuses. Et est-ce que l'aide enseignant, l'enseignant, le directeur, comment ils vont réagir lors de la divulgation de l'enfant? Donc, pour nous, c'est une considération également. La personne va réagir comment? Parce que si pendant la déclaration de l'enfant, le professeur, je veux dire, on entend comme on entendait, des situations très difficiles, très complexes, puis on entend l'émotivité du professeur ou de la personne significative, ça peut encore venir influencer l'enfant où on n'a pas de détails, ou que la déclaration s'arrête. Donc encore, on tente autant que possible de travailler avec nos partenaires, on comprend la position dans laquelle vous êtes quand on arrive chez vous, on veut interviewer l'enfant, on vous demande d'être à l'extérieur. Donc c'est une discussion qui devrait avoir lieu préalablement, votre présence
Et des fois, ça peut être une question, laissons-nous faire l'évaluation et par après, voici les suivis qu'on pourra faire ensemble. On va s'asseoir ensemble dans une pièce et planifier soit sa réintégration dans sa classe et ou le retour à la maison, peu importe. On pourrait faire des ententes de genre. De ce qu'on veut faire dans toutes les autres régions, cette discussion-là doit avoir lieu entre nous aussi, pour s'assurer, parce elles vont repartir aussi avec des suivis peut-être d'aujourd'hui, puis partager. Il y a un protocole qui existe. Mais parfois, le protocole est mis sur une tablette et dans notre quotidien, l'application du protocole est peut-être oubliée, parce qu'il y a peut-être d'autres choses qui se passent, et pour l'intervenant, et pour le directeur. Et ce sont des situations qui, à mon avis, sont très malheureuses. Ça ne devrait pas se passer comme ça. Il devrait y avoir une discussion préalablement pour dire « je suis avec l'enfance, nous avons reçu un signalement, on ne peut pas vous partager le contenu, mais on a reçu un signalement qui nous oblige à venir interviewer l'enfant sur notre territoire aujourd'hui. » Bon, OK. Par après, j'aimerais vous en parler par rapport à les prochaines étapes. Oui, l'enfant peut retourner chez lui. L'enfant est très anxieux, il ne connaissait pas, ça a été une déclaration difficile, donc on peut s'attendre peut-être à des répercussions. Qu'est-ce qu'on peut faire ensemble, comme équipe, comme partenaire, pour aider l'enfant soit à intégrer sa classe, peut-être prendre une pause, etc. Il devrait y avoir cette collaboration. Absolument. D'un point de vue école, si vous êtes incertaine aussi à ce niveau-là, vous avez chacun une travailleuse sociale attitrée. Essayez de l'argent peut-être aussi, la plus accompagner l'élève. Mais c'est pas la peur, mais la crainte, c'est si la personne ne vient pas donner l'information par la suite, qu'est-ce qu'on fait avec l'enfant en bout de ligne? Parce que je dis, on va avoir un appel de parents. Mon fils, ma fille vient de me dire que dans la journée, il y a un étranger qui vient lui parler. Qui est cette personne-là? De quoi ils ont parlé? C'est certain que l'histoire n'est pas finie. C'est certain que l'histoire n'est pas finie. Le protocole, c'est un bon début, mais c'est vraiment dans le partenariat et la communication où il va y avoir de l'amélioration. C'est pour ça. Ma question s'adresse à madame. Comme directeur, est-ce qu'on a une obligation légale pour l'élève qui a moins de 12 ans quand il y a une situation, que ce soit avec un policier ou avec l'aide à l'enfance? Est-ce qu'on a une obligation légale d'être présent, d'être le tuteur qui représente l'enfant en l'absence du parent? Le représenter où? Dans le cadre d'une entrevue? Oui. Non. Pas du tout. Non. En fait, comme ils les expliquaient, ils ont des raisons cliniques, les intervenants sociaux, parfois d'exiger que vous ne soyez pas présent. Et à la police aussi, ils ont des raisons dans le cadre de leur enquête policière pour que vous ne soyez pas présent. Vous pouvez suggérer, dire, est-ce que ça serait possible que j'y sois, mais je sois positionné d'une façon discrète? Il y a deux réponses là. Puis, il y en a une qui est à l'extérieur des heures d'école. Ça, vous vous en occupez pas. Puis moi aussi, je pense que j'aurais un malaise de laisser, si j'étais directeur d'école, un élève tout seul avec un étranger. Mais là, à ce moment-là, je pense que c'est le dialogue qu'il faut avoir avec la personne qui vient faire l'évaluation ou l'enquête. Puis appelez-nous. Parce qu'on posera la même question à Mike Marshall après-midi, qui va vous parler de vos responsabilités légales d'un point de vue du domaine de l'éducation. Puis si ça divers, je vais aller m'asseoir avec ces dames-là, puis on va trouver une façon de vous guider là-dedans. Parce qu'on cherche à collaborer, puis je sais que vous êtes tous des bons papas, des bonnes mamans, qui veulent protéger leur petit qui a peut-être 10 ans, qui est tout seul avec. Mais pas toujours en uniforme, les officiers, là, mais quand ils arrivent en uniforme, ça peut être intimidant. Puis un étranger, une étrangère qui arrive, ça peut être intimidant. Alors on posera la même question avec un jour l'après-midi. Puis, mais je pense que c'est dans un esprit, dans une vision de collaboration. OK? L'autre chose, c'est que les enfants qui ont plus de 12 ans et puis qui sont un suspect dans soit une voie de fait ou une agression, la police ne devrait pas vous mettre en position qu'ils vont faire leur enquête devant vous. Et si c'est vraiment un enfant qui est un suspect dans quelque chose de criminel, puis il pense à porter des charges, bien, à ce point-là, il faudrait qu'eux autres avertissent le parent ou qu'ils donnent l'enfant le choix en leur disant le droit s'ils veulent avoir quelqu'un qui est là, puis que ce soit aucun adulte, un adulte de leur choix, des suspensions ou une enquête à faire vous-même. On comprend ça. Je peux vous dire, je sais que vous avez 21 jours pour exécuter tout ce que vous avez à faire. Pour nous autres, c'est fort possible que ça va prendre plus de temps.
Si c'est le cas, puis vous avez besoin que nous autres, on aimerait vraiment, si vous ne faites pas toute votre enquête en tant que faire les entrevues sur tout le monde possible, avant que vous nous en parliez un petit peu. Parce qu'on voudrait pouvoir avoir la chance de faire les entrevues en premier. Sinon, on va avoir des problèmes en cours. Mais si vous dites, écoute, y a-t-il moyen que ça bouge un peu plus vite, on va faire notre possible. Juste des mots dans les airs qu'elle dit, là, c'est parce qu'on a eu affaire à accélérer certains processus dans certaines écoles. Moi, je donne un coup de téléphone à la gang de son équipe, puis on collabore ensemble, ça va un petit peu plus vite. Parce que nous autres, on a des prescriptions au niveau des délais. Qu'en est-il pour l'absentéisme chronique? Julie? Quand je parlais de zone grise, là, ça c'est probablement une des questions que j'ai le plus souvent des intervenants de l'aide à l'enfance qui viennent dans mon bureau et disent on reçoit des appels, l'enfant n'est pas à l'école de façon chronique. Strictement parlé, l'absentéisme scolaire, ce n'est pas quelque chose qui tombe dans le mandat de la Société de l'aide à l'enfance. C'est pas géré par la loi sur les services à l'enfance et à la famille, c'est géré par la loi sur l'éducation. On a eu un dossier où l'enfant avait été absent, je pense que c'était 74 jours en 1 an. Un enfant qui avait des difficultés d'apprentissage et qui avait un PEI, qui recevait des bonnes ressources à l'école. On a fait une demande au tribunal en vertu de notre loi, la loi de la Société de l'aide à l'enfance, et ça a été rejeté. Okay? Parce que ce n'est pas, ça c'est la façon que la loi est rédigée en ce moment, là, ce n'est pas une question de protection de l'enfance au sens propre. Sauf que, souvent, absentéisme scolaire est lié à d'autres problèmes familiaux, sociaux, et l'enfant peut être à risque pour d'autres raisons. Alors, absolument, on invite les signalements répétés par rapport à l'absentéisme scolaire, parce que comme je vous disais, ça peut être un morceau du casse-tête. Peut-être que quelqu'un nous appelle, on reçoit une information par rapport à un autre risque. Mais le simple fait de ne pas être à l'école, ce n'est pas quelque chose qui relève de la Société de l'aide à l'enfance, mais absolument, on apprécie ces appels-là. Et même les appels répétés sur ce sujet-là. Serge? Brièvement, si tu me permets, juste en... Brièvement, vas-y, Serge. Face à bord, ceux qui connaissent Serge. Quand il y a des gens de la DPJ qui arrivent chez vous et ils veulent parler à un élève parce qu'il y a des suivis, il n'est pas d'obligation de respecter ce que ces intervenants qui arrivent de notre province. Alors, fondement légal, on a seulement juridiction sur notre propre territoire. Donc, si les centres jeunesse ou la DPJ sont en Ontario, techniquement, ils n'ont pas juridiction. Par contre, vous pouvez imaginer qu'il y a des familles qui bougent, qui sautent les frontières pas mal rapidement. Donc, nécessairement, on a des protocoles avec les centres jeunesse de l'Outaouais ou la DPJ pour collaborer. Alors, normalement, si la DPJ arrive chez vous, c'est avec l'assentiment, le consentement de la Société de l'aide à l'enfance locale. Dans plusieurs cas, un intervenant de la Société de l'aide à l'enfance locale va accompagner les gens des centres jeunesse, mais pas toujours. Alors, vous pouvez vérifier, est-ce que vous êtes ici avec le consentement ou l'assentiment de la Société de l'aide à l'enfance locale? Et après ça, ça devrait être à peu près le même processus. Nous, on est déjà allé chercher des enfants à Gatineau, justement avec le consentement, l'assentiment, et la Cour d'appel a confirmé que même si on n'a pas de juridiction à Gatineau, lorsqu'on le fait en collaboration comme ça, on peut aller chercher des enfants ailleurs. J'espère que ça va. Vous autres, comme direction d'école, c'est de vous protéger, de vous assurer que l'aide de l'enfance de l'Ontario est impliquée dans le dossier. Une deuxième question qui n'a pas été touchée aujourd'hui, si un élève vous informe, c'est plus pour peut-être le secondaire, qu'il ou elle a subi une agression sexuelle et qu'il est âgé de moins de 16 ans, et que vous avisez les parents, qui vous confirment qu'ils vont faire des démarches, que des démarches ont été faites auprès de leur médecin. Est-ce que vous contactez l'aide de l'enfance et les policiers? Oui, c'est une bonne question. Mais la réponse, c'est non, c'est pas nécessaire parce que la Société de l'aide à l'enfance a juridiction lorsque les parents ne sont pas protecteurs. Il va toujours avoir des
des événements très, des fois tragiques qui arrivent dans les vies des enfants, mais lorsque les parents qui sont responsables de cet enfant-là font tout ce qu'il faut, voient les médecins, rencontrent les policiers, collaborent avec la police, vous n'êtes pas face à un enfant qui est en besoin de protection. Le besoin de protection, c'est par rapport à son propre parent ou son propre tuteur. Alors, si les parents font tout ce qu'il faut, c'est pas de notre juridiction. On n'a pas de preuves qu'ils sont allés vérifier. Puis ils protègent peut-être un mononcle ou une matante. Ah. Bon, mais si vous avez des soupçons. La zone Oui, la zone grise. Lorsqu'il y a un élève qui nous informe qu'il y a un attouchement inapproprié de la part d'un membre du personnel, puis là, je vais dire de l'école, il y a peut-être des services de garde, parce que les services de garde, c'est comme une extension de vos services. Doit-on obligatoirement informer la SAE? Et dans quelle mesure notre opinion est-elle nécessaire, même si nous autres, on fait une enquête puis on pense qu'il n'y a pas rien. Puis on dit la SAE, puis n'oubliez pas aussi de communiquer avec les RH, puis ils vont vous dire après la pause. Donc, il s'agit là d'une évaluation institutionnelle auquel je faisais référence préalablement. Donc, oui, vous avez un devoir de signaler. Même s'il s'agit d'un collègue, d'un enseignant, vous devez faire rapport. Parce qu'on ne connaît peut-être pas toujours les vies privées de nos collègues. Peut-être cette personne-là a contact avec d'autres enfants. Peut-être pas les siens, mais peut-être ceux de sa tante, son oncle, sa grand-mère, son conjoint, etc. Donc, nous, on doit faire une évaluation de toutes ces circonstances. Le protocole que nous avons avec le conseil scolaire, c'est quand il s'agit d'un signalement de mauvais traitement à l'égard d'un enseignant, à ce moment-là, on communique avec le surintendant pour entreprendre les